Des députés algériens proposent de bannir le français des textes de loi officiels. Cette démarche devrait protéger, selon eux, les constantes nationales et contrer les tentatives d'effacement de l'identité nationale. Donc, selon les auteurs de l'initiative. Ils ont soumis à l'examen de l'Assemblée populaire nationale un projet de loi imposant l'usage exclusif de la langue arabe pour le journal officiel. Ce registre est pour le moment édité en arabe et en français. La proposition s'appuie en outre sur la constitution du pays qui stipule que la langue arabe est la langue nationale et officielle de l'État. Les députés proposent de rédiger les accords internationaux en langue arabe et dans la langue de l'autre pays signataire ou en anglais. Le français a été introduit dans la rédaction du journal officiel par un décret de 1964, mais son usage devait normalement être temporaire, pointe-t-il. Alors, le problème, une langue, toute langue, procure une vision du monde irréductible à toute autre. Elle porte la trace d'une histoire qui se perd dans les profondeurs du temps. Elle recèle les mentalités et les usages du groupe qui la pratique. On comprend donc l'attachement que suscitent toutes les langues nationales, régionales, voire dialectales. Actuellement, les dialectes aussi et les patois disparaissent les uns après les autres et c'est une perte irremplaçable. Si l'universalité d'une langue devait s'apparenter à un monopole, ce serait un appauvrissement désastreux comme l'affirment tous les linguistes. Alors, toutes les langues remplissent les trois fonctions principales dans l'évolution d'une société. La fonction communicative, la plus visible, la fonction cognitive la plus profonde, et puis la fonction expressive la plus subtile. Qu'une langue serve à communiquer, c'est l'évidence. Un langage est fait pour l'échange, même des systèmes de signes rudimentaires comme celui du code de la route ont pour fonction de communiquer des informations ou de marquer des interdits. Mais les langues vont bien au-delà. Elles ont pour objet de conceptualiser les choses et du fait même de permettre l'élaboration de la pensée. Une langue est un système qui structure le réel, qui organise le pensable, qui conceptualise les données du monde et chaque langue le fait à sa façon. Alors, par-delà la fonction communicative, la fonction cognitive du langage culturel, si l'on préfère, s'impose en effet avec la plus grande force et s'y ajoute la fonction expressive dont l'aboutissement est esthétique et littéraire. Une œuvre littéraire est à tel point liée à la langue qui l'a fait naître que sa structure ou sa traduction s'apparente toujours à une transposition. Exemple, peut-on vraiment traduire William Shakespeare ou Shakespeare aurait-il pu écrire toute son œuvre avec la même beauté et la profondeur s'il ne l'avait pas fait ou conçu dans sa langue maternelle qui est l'anglais? Ces dernières années, plusieurs pays africains ont présenté des initiatives similaires, notamment dans les pays du Sahel. Ainsi, pourquoi la langue de l'ancien colonisateur perd-elle de sa splendeur en Afrique? Les Africains seront-ils en mesure de l'abandonner complètement? Alors, pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impact sur la liberté d'expression et sur la question de la souveraineté et de la culture nationale, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger Ruima Rouibi, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Ruima Rouibi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous Bonjour. accorder cet entretien. Merci à vous pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, tout le plaisir est pour nous. Alors, ces députés algériens, à votre avis, ont-ils raison de proposer ce texte de loi visant à bannir le français de la rédaction du journal officiel de la République algérienne et des accords internationaux? Ou c'est juste une question de réponse ou de réaction à un moment conflictuel dans les relations diplomatiques entre les deux pays? Et puis, est-ce suffisant pour redonner aux langues nationales et officielles algériennes leur place qu'elles méritent? Alors, vous posez des questions très pertinentes et d'ailleurs, je vous remercie pour l'introduction parce que vous résumez en grande partie l'usage et l'importance de la langue.
Mhm. c'est-à-dire qui est un outil de communication avant toute chose. Et pour répondre à vos questions, parce que dans votre question, il y a plusieurs questions, j'aimerais juste parler, plutôt souligner un point que j'estime important. C'est que le modèle État-nation qui consiste aujourd'hui un modèle universel de constitution des communautés politiques modernes repose principalement, et quels que soient les régimes politiques de ces États, sur la promotion de l'identité nationale. Donc, Mhm. il est très difficile de définir ce que c'est l'identité nationale, puisqu'elle est polyvalente et elle prend plusieurs Et elle formes, je n'est, dirais des et elle formes n'est jamais différentes. fixe. Et elle n'est jamais fixe. Exact. Donc, elle prend des formes culturelles, elle prend des formes sportives, voire même religieuses et politiques. Et si on prend par exemple la Palestine, il y a une sorte de dynamique identitaire au fil des années depuis 1948. Et cette dynamique identitaire qui est transmise de génération en génération incarne et, à vrai dire, la preuve de l'existence du peuple palestinien. Aujourd'hui, on voit les Palestiniens s'accrochent davantage à leur identité nationale parce que ça fait partie de leur existence comme un peuple et de la lutte palestinienne en général. Absolument. Et voilà. Et lorsqu'on parle de débat, lorsqu'on parle de l'identité nationale, on parle forcément de langue nationale. La langue nationale, elle fait partie de l'identité nationale. Et certains, bon, le problème ne se pose pas parce qu'ils ont une seule langue, une langue officielle, qui contribue davantage, qui arrive à promouvoir l'identité nationale. Et si on parle de cas de l'Algérie, l'État algérien dispose de deux langues officielles, pas uniquement l'arabe, mais on a Mhm. aussi le tamazight. Oui, le berbère, oui. Voilà, oui, c'est-à-dire qui est considéré aussi comme une langue officielle et qui ont leur place respective, pas uniquement dans l'usage linguistique, mais dans la vie quotidienne. Mhm. C'est-à-dire, on utilise les deux langues d'une manière quotidienne. Euh, et permettez-moi juste de dire que là, on est en train de comparer, quand vous dites, est-ce que les langues nationales, et là je suis dans la deuxième partie de votre question, est-ce que, c'est-à-dire cette démarche des députés algériens va redonner aux langues nationales officielles algériennes leur place? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont reprendre leur place? Ma foi, là, on est en train de comparer, pour moi, une langue étrangère à deux langues nationales officielles. Et Mhm. pour moi, la comparaison là, c'est-à-dire ne trouve pas Ne- place, parce que les deux langues officielles ont leur place indépendamment de la langue française. Et à mon avis, c'est inconcevable de dire que c'est une langue étrangère qui va déterminer ou qui déterminera le statut et l'importance de l'usage d'une langue officielle. Sinon, là, on est face à un problème de souveraineté nationale et je pense que dans le cas de l'Algérie, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. Mhm. Je reviens à la première partie puisque les deux parties sont liées par rapport à cette démarche. Et vous avez bien fait de préciser le contexte actuel. Nous savons tous que les relations algéro-françaises, c'est-à-dire sont marquées par de fortes tensions. Le président algérien Ahmed Tebboune a qualifié le climat de ces relations dans son entretien pour le quotidien français L'Opinion comme étant un climat délétère. Et de ce fait, donc, cette démarche, elle est mise suite à un contexte politique particulier. Et permettez-moi juste, parce que Oui, allez-y, j'avais allez-y. pris Allez-y. la déclaration de Zakaria Bakhir, c'est-à-dire qui est le député du mouvement de la Société pour la paix, Mujtama Harakat Silm, qui est à l'origine de cette initiative. Il avait dit que cette initiative, justement, euh, excusez-moi, je reprends juste Mhm. Allez-y, allez-y. voilà, la déclaration. Euh,
il parle que cette initiative rentre dans le cadre du contexte actuel ou contexte tensionnel entre les deux pays et que le maintien de la publication du journal officiel de l'État algérien en français depuis plus d'un demi-siècle est inacceptable. Il avait précisé que nous avons eu le désir depuis le début de l'ère parlementaire en 2021 de présenter ce projet en 2021 déjà, mais ça n'a pas eu des échos parce que tout simplement, le contexte politique Ne s'y n'a pas apprêtez pas. favorisé davantage. Exactement. Donc, de ce fait bien que le député parle aussi d'adopter cette loi qui va remédier à la souveraineté nationale, qui va préserver la souveraineté nationale, parce que en 64, euh, on a œuvré, c'est-à-dire on a fait appel à la langue française parce que le contexte, il y avait beaucoup de francophones, peu de gens parlaient l'arabe, et de ce fait, euh, c'est-à-dire on Et tous parlait ceux qui ont fait de l'école, l'utilisation. c'était un fait, tous ceux qui ont fait l'école, la petite minorité à qui la Le France a colonel, permis de faire l'école, ils l'ont fait en langue française. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. exactement. Donc c'était effectivement, vous avez bien fait de le préciser davantage. Et de ce fait, c'était un recours quasiment légitime. Mais c'était un recours supposé être temporaire, mais ça a pris beaucoup D'accord. d'années. Et si on prend en considération, juste pour préciser, que la constitution algérienne stipule que les seules langues officielles sont l'arabe et le tamazight. Si on prend en considération tous les efforts émis par le gouvernement algérien dans sa stratégie d'arabisation, si on prend en considération que l'Algérie ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, si on prend en considération également que le journal officiel dans d'autres pays, notamment la France, est publié uniquement par la langue officielle, je dirais que ces députés ont raison de vouloir procéder Absolument, ainsi, oui. de vouloir, voilà, et de vouloir, c'est-à-dire de revendiquer la publication du journal officiel uniquement par la langue officielle. Mais il y a tout de même, il y a toujours un mais. Oui. Est-ce que cela mettra fin à la résistance au sein des administrations, des pratiques administratives et des universités? Donc, On y il faut savoir que reviendra. On y l'identité, reviendra. oui, Ça, c'est parce que ça, c'est un sujet extrêmement important. Je veux qu'on lui donne tout le temps nécessaire. oui, mais oui, Allez-y, allez-y. mais juste, oui, j'aimerais juste Oui, préciser que l'identité nationale ne repose pas uniquement sur des démarches liées à des événements, liées à un contexte précis, parce que absolument. sinon là, on va se dire, voilà, on va se dire si demain l'Algérie, cette tension va trouver une solution et on va revenir à des relations, je dirais, respectables entre l'Algérie et la France, est-ce qu'on va, c'est-à-dire abandonner le projet? L'identité nationale, ce n'est pas les événements Bien qui sûr. déterminent l'identité et le poids de l'identité nationale. Euh, le français, vous le savez, c'est comme disait l'écrivain Kate Biasine, est un butin de guerre. Il disait, je parle français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Nous avons beaucoup de francophones qui ont toujours défendu l'intérêt national et l'identité nationale. C'est-à-dire Mhm. ce n'est pas une langue étrangère qui va déterminer si notre souveraineté nationale est menacée ou si notre identité nationale est menacée. L'identité nationale doit s'alimenter par notre engagement à la nation, par notre dévouement de servir la nation, et c'est à nous de trouver le moyen d'imposer le respect des autres nations à notre identité, à notre souveraineté nationale. Vous vivez en Russie, vous avez le moindre quoi en Russie respire l'identité nationale, le patriotisme Absolument. russe, n'est-ce pas? Voilà, vous avez le parc de la Victoire, qui, la moindre pierre incarne un jour de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Absolument. et voilà. Donc, vous savez, et c'est un héritage de génération en génération. Donc, ma foi, c'est important de parler, d'exercer,
d'avoir une pratique administrative et officielle avec une langue officielle, parce que cela reflète aussi de notre identité nationale. C'est le miroir de notre identité nationale. Mais est-ce que cela est suffisant pour préserver l'identité nationale? C'est C'est vrai. euh, voilà. Donc Voilà. il faut tout de même euh, promouvoir, voire consolider et cimenter cette démarche par d'autres démarches. Absolument. Alors, justement, pour justement aller dans le sens de votre dernière phrase, et parler justement de cette question de l'intervention de langue étrangère dans le pays. Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est l'anglais, comme disent certains? Pourquoi pas le chinois? Parce que le chinois, la Chine maintenant est devenue la première puissance mondiale. Et ça sera plus intéressant que d'apprendre le français. Alors, malgré sa place donc centrale dans l'histoire des idées et des sciences, la France n'est plus perçue dans le contexte concurrentiel mondial comme une nation de sciences de premier rang. Ça, c'est les spécialistes qui le disent. Dans mon domaine, moi qui suis de formation ingénieur, je le sais. Euh, et vous allez nous le confirmer dans votre domaine aussi. Alors, illustration donc de ce constat, le nombre de publications scientifiques et l'attractivité des formations doctorales françaises portent d'entrée justement vers la recherche tend à s'éroder. Selon Campus France, le nombre d'étudiants étrangers en doctorat dans les universités françaises a, entre 2017 et 2022, diminué de 15%, avec donc des baisses par zone géographique pouvant aller jusqu'à moins 18% pour l'Asie-Océanie. Alors, dans Ouais. cette tendance générale donc à la baisse, seuls les effectifs de doctorants de certaines nationalités, libanais, marocains ou togolais, continuent de Mm. progresser selon un rapport du Sénat français datant d'octobre 2024. Alors, Rima Rouibi, quel est votre avis, justement? On revient à l'essentiel de ce que vous avez développé vers la fin de la première question. Quel est votre avis sur la question? Et puis, que pensez-vous du fait que beaucoup de spécialistes de spécialités scientifiques et techniques sont toujours enseignées en français dans les universités de la majorité des pays africains francophones ou qui étaient d'anciennes colonies françaises, pour dire les choses comme elles sont. Et Ouais, cette ouais. réalité devrait-elle changer? Alors, si cette réalité devrait-elle changer, je dirais que l'avenir de la langue française euh, dépend de l'Afrique. Vous avez 60% des francophones de la planète sont en Afrique. Et Ça. d'ici 2050, voilà, les pronostics disent qu'on sera à 80-85%. Et, Le Congo, la République mais je reviens démocratique du Congo, c'est le premier pays francophone au monde. exact, exact, exact. Et la pratique linguistique du français, c'est-à-dire c'est pas un choix. Je parle de la pratique linguistique en France, pardon, la pratique linguistique du français en Afrique, c'est pas un choix, c'est juste une suite logique du contexte historique. La plupart des pays africains ont été colonisés par la France et la langue était l'héritage enfin, la langue, à vrai dire, c'est l'héritage de toutes les colonisations. Mhm. C'est le cas des anciennes colonies britanniques, ou portugaises ou espagnoles en Afrique. Absolument. Euh, voilà, donc en Afrique, il y a une génération francophone qui continue jusqu'à l'heure actuelle à enseigner en français. Et je dirais que s'ajoute à cela, il y a le dialecte dans les pays africains où nous avons plusieurs dialectes en Afrique. Et de ce fait, le français, si vous voulez, c'était un moyen, un outil de communication unificateur, Mhm. beaucoup plus. Mais si je reviens au contexte actuel, pour revenir, est-ce que cette réalité peut changer? Je dirais que le penchant africain aujourd'hui vers le souverainisme, vers l'identité africaine, vers la promotion de l'identité africaine, peut éventuellement changer la donne. Et je dirais que vous me faites rappeler une question de l'attaché culturel américain, si ma mémoire est bonne, c'était en 2014-2015, où elle m'avait posé la question, est-ce que l'anglais un jour peut remplacer le français? J'ai dit que c'est quasiment difficile, on était en 2015.
Euh, Elle m'avait dit, oui, mais nous recevons beaucoup d'étudiants, en particulier du sud algérien, et qui parlent un anglais parfait. Donc, vous voyez, donc, il y a 2015 déjà, il y avait cet esprit concurrentiel de la langue française en Afrique et Mhm. en Algérie en particulier. Et je peux vous dire aujourd'hui que, autant qu'enseignante, j'ai des étudiants qui ne parlent pas du tout le français, mais qui parlent un anglais quasiment parfait. C'est-à-dire que cette réalité, oui, peut changer parce qu'il y a beaucoup de concurrence des autres langues, Mhm. c'est-à-dire par rapport à la langue française. Euh, et ce changement-là euh, va aussi ou va éventuellement avec une dynamique économique par rapport aux investissements des autres pays dans la région. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a une réalité sociale qui prend justement ce recul par rapport à la langue française, notamment dans la recherche scientifique et le rayonnement d'autres langues, c'est-à-dire des autres langues, pardon, dans la recherche scientifique et académique. C'est-à-dire aujourd'hui, je parle de mes étudiants, je parle des étudiants que j'ai renseignés. Si vous leur posez la question de choisir entre le français et l'anglais, ou voir d'autres langues. Il y a aussi des étudiants qui parlent le coréen, qui parlent le russe, qui parlent l'italien et qui ne parlent pas le français. C'est-à-dire il y a aujourd'hui un éventail de choix de langues pour les étudiants, pour les chercheurs. Et pour les chercheurs, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se focalise pas uniquement sur le français comme étant une langue de recherche ou une langue de savoir. Euh, je dirais que le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde, mais c'est aussi grâce aux Africains. Vous Absolument. avez voilà, c'est grâce aux Africains et D'ailleurs, quand on voit c'est par les exemple Africains. les publications scientifiques, c'est 85%, c'est en anglais. En anglais, ça y a pas Exactement, après, dans les 15% viennent toutes les autres langues. C'est exact. c'est un fait qui s'impose. Si vous voulez que votre Oui, c'est article une soit lu, réalité il qu'on faut peut pas. Oui, c'est une réalité qu'on peut pas ignorer. Moi-même, autant que chercheur, je prévois pour avoir une visibilité scientifique, sinon vous allez, c'est-à-dire rester inconnu aux yeux de la scène académique, aux yeux des chercheurs académiques et scientifiques bah, internationaux. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai cette perspective cette, euh, cette perspective, je dirais, de devoir publier en anglais parce que publier en français, vous allez rester à la marge. C'est-à-dire, ça c'est clair. D'accord. Bien. Mais Alors que... ouais, Oui, allez-y, allez-y. oui, j'allais dire que cette réalité, pour la faire changer, elle dépend principalement des Africains. Euh, Tout simplement. C'est-à-dire, euh, il n'y a que les Africains qui peuvent faire preuve de volonté sociopolitique pour changer la réalité et basculer vers des langues qui leur permettent justement D'accord. de rayonner et de s'afficher, de s'imposer sur la scène des recherches académiques et des savoirs, carrément. Alors, tout à l'heure, vous avez soulevé un problème qui est extrêmement important. C'est une question extrêmement délicate. C'est celle du fait que même si vous avez dit que même si on fait on fait passer cette loi, la souveraineté nationale, c'est pas juste, elle ne se décrète pas uniquement comme ça, notamment en réaction à un contexte politique, même si les députés, ça se comprend, ils ont profité de ce contexte pour la faire passer. Mais c'est qu'il y a même une résistance à l'intérieur de la société, ce qui fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté dans toute la société est-ce que de faire valoriser leur langue nationale. Donc, moi, par exemple, quand je vois les Chinois écrivent dans toutes les spécialités scientifiques avec le mandarin, je me dis, je me dis que font justement les pays arabes ou les pays africains avec leur langue. C'est normalement, on devrait être aussi dans cette démarche. Alors, la langue comme véhicule, parce que de la production scientifique n'est pas neutre.
et je crois que vous pouvez nous l'expliquer. Elle renvoie donc à des façons de voir le monde, à des écoles de pensée. La tradition intellectuelle en langue française a ainsi donné naissance à une recherche francophone, certes riche et diverse, et qui est à la fois une force et une spécificité de la francophonie. Le savoir en langue française a historiquement et philosophiquement irrigué et marqué de son empreinte le monde des sciences et de la recherche. Cependant, fait et force de constater depuis une vingtaine d'années, la diffusion du savoir en langue française recule dans le monde, y compris dans les pays francophones. Alors, l'anglais est devenu la langue des sciences naturelles et gagne de plus en Oui, plus de terrain au c'est sein vrai. même des sciences sociales et humaines. Alors, êtes-vous d'accord avec ce constat? Et en Afrique, justement, qui compte de plus en plus de jeunes chercheurs, la science en français fait l'objet d'une très faible diffusion. Et est-ce un signe de santé à encourager? Alors, je dirais que le constat est édifiant, c'est-à-dire par rapport au recul de la langue française comme langue des sciences et du savoir. Je dirais il faut dire que jusqu'au tournant des années 1980, c'est-à-dire on revient au contexte qui s'impose Mhm, davantage, on avait de grands philosophes français qui rayonnaient sur les disciplines, en particulier des sciences humaines. Je pourrais citer Foucault, je pourrais citer Jacques Derrida, c'est-à-dire Foucault, quand on parle de Foucault, on parle de l'archéologie du savoir, mhm. on parle de Derrida, l'animal que je suis, on parle de Barthes, qui ne connaît pas le degré zéro de l'écriture. Des années après, on a le sociologue Pierre Bourdieu sur la télévision. Donc, et ces derniers ont eu un très grand impact sur sur la pensée philosophique, sur la construction de la pensée philosophique, je dirais même sur la réflexion Sur critique universelle. Voilà, l'épistémologie elle-même de exact. la science. Ouais. Mhm, Effectivement. Et ces philosophes ont été largement traduits en anglais, c'est-à-dire ils ont constitué je dirais, ont constitué ce qui a été par la suite euh, connu aux États-Unis particulièrement de la French philosophy. Voilà. Et c'est en anglais, c'est grâce à la traduction en anglais que cette philosophie française a été reçue par des millions d'étudiants et d'intellectuels euh, à travers le monde. mhm, Euh, alors, de plus, je dirais les années 90, 1990 ont été également un tournant pour les sciences technologiques et informatiques, euh, c'est-à-dire des disciplines principalement anglophones à cause du développement de la recherche dans la Silicon Valley, notamment. mhm, Euh, C'est-à-dire avec le nouveau millénaire, avec le nouveau millénaire, euh, l'écart n'a cessé de se creuser entre les deux langues, c'est-à-dire le français et l'anglais, avec un avantage certain et décisif, c'est-à-dire par rapport à l'évolution, par rapport à l'innovation, par rapport au développement de la recherche, il y avait un avantage certain euh, pour l'anglais, mhm. contrairement à la langue française qui n'a cessé de reculer. Pardon. Et c'est donc tout à fait naturel de voir et de constater euh, cette ambition, voire cet engouement des chercheurs africains pour les technologies et les sciences exactes en langue anglaise. Cela leur permet de rester focus, je dirais, rester branchés avec les dernières innovations. Donc, tout le monde sait aujourd'hui que le français, je voudrais pas avoir un avis, c'est-à-dire radical et dire que la langue française est une langue euh, qui n'est pas une langue de savoir et de recherche. Mais le constat est là. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'anglais qui vous permet plus de Même en visibilité. France, les chercheurs, ils publient en anglais et tout le monde le sait, le sait. Exact. Et ils savent que s'ils ne publient pas en anglais, leurs travaux ne seront Leur jamais lus. article ne sera pas visible Oui, carrément. oui. C'est-à-dire, si vous voulez aujourd'hui avoir plus de visibilité, bah, forcément, Mhm, vous devez publier en anglais. Et il faut dire également qu'aujourd'hui,
même au sein du ministère de l'Enseignement supérieur en Algérie, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Aujourd'hui, il y a des cours, une mise à niveau en anglais pour les enseignants, euh, pour les professeurs, pour justement enseigner en anglais au sein des universités et des écoles supérieures. C'est-à-dire, c'est une réalité à laquelle on peut pas tourner le dos sur une réalité qui s'impose davantage. Mhm. Aujourd'hui, nous avons une demande et nous avons c'est-à-dire nous avons des étudiants, nous avons des chercheurs qui font leurs recherches en anglais, qui parlent en anglais, qui posent leurs questions aujourd'hui en anglais. Et on peut pas, c'est-à-dire on peut pas ne pas accompagner cette réalité, on ne peut pas ne pas accompagner cette demande de la jeunesse africaine. Et je Mhm. me focalise davantage sur l'exemple algérien. Donc, nous devons, d'une manière ou d'une autre, s'adapter à cette réalité qui épouse davantage l'anglais comme étant un outil de recherche, un outil de recherche académique, un outil de savoir et un outil qui permet aussi de s'imposer et d'avoir une visibilité scientifique Absolument. importante, contrairement aux Français. Alors, le Mali, donc gouverné par, des militaires depuis 2020, a proclamé une nouvelle constitution le 23 janvier 2023, remettant en cause l'organisation des pouvoirs, mais aussi les langues officielles du pays. Alors, le français est ainsi rétrogradé au rang de langue de travail, alors que le Mali et d'autres pays donc régionaux s'opposent de plus en plus véhément à la France. Et l'article 25 de la Constitution malienne de 1992 précisait que le français est la langue d'expression officielle. Alors, mais le pays, donc dirigé par Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, au pouvoir suite à un coup d'État en 2020, puis un deuxième en 2021, a proclamé le 13 langues nationales comme nouvelle langue officielle dans son article 31, à l'inverse du français, langue de travail. Alors, à votre avis, le Mali pourrait-il réussir le même exploit que le Rwanda, par exemple, qui est devenu anglophone alors qu'il était avant francophone? Est-ce une bonne perspective? Et cette question, vous l'avez un peu abordée lors de la première partie, quand vous avez dit que l'identité nationale ne peut pas juste s'alimenter par le fait de changer de langue officielle ou de dire que Exact. je vais pas utiliser une langue étrangère, je vais utiliser uniquement. Et après, il Le y a franc. la réalité Ouais. confrontée. Si on ne peut pas, par exemple, enseigner des choses en arabe, comment on pourrait faire? Est-ce qu'il y a eu un travail, par exemple, sérieux de fond, de formation et de changement de mentalité qui a accompagné ça pour que ça puisse réussir? Euh, Là, vous venez de citer l'exemple du Rwanda, qui est l'exemple le plus parlant, parce que juste après le génocide de 1994, le Rwanda avait, ou la France avait joué un jeu trouble. Le Rwanda avait pris la décision d'adopter l'anglais comme étant une langue co-officielle. Et en 2023, Paul Kagame, qui a d'ailleurs reçu sa formation militaire aux États-Unis et qui s'exprime parfaitement en anglais, a décidé de rendre l'anglais comme étant une langue, euh, c'est-à-dire co-officielle. Mhm, Et cela fait plus de 20 ans que le Rwanda a opté pour la langue de Shakespeare. Et je dirais pas de bannir le français, mais si on arrive à revenir et à revoir le volume horaire dans les écoles primaires, je précise, rwandaises, bah, c'est quasiment, il y a pas d'enseignement de français dans les mhm, écoles primaires. mhm. Et, euh, et je dirais aujourd'hui, est-ce que la vraie question, puisque vous citez l'exemple euh,
du du Mali. Rwanda comme étant... ouais, oui, oui, mais vous vous référez, si le Rwanda peut être un exemple, Mhm, absolument. la démarche rwandaise, elle peut être adoptée par d'autres pays. Est-ce que le modèle rwandais peut créer des émules au Mali ou peut-être même dans d'autres pays africains? Je pense que pour répondre à cette question, je pense que nos frères maliens sont les mieux placés pour répondre à cette question. Mhm. Mais je dirais qu'en tant qu'Africaine, on partage le même continent. Je me dis que j'ai quand même quelques prérogatives qui me permettent aussi de répondre Aussi, à cette pour question. l'Algérie Oui, oui, aussi, il y a eu dans les exactement. années-là d'arabisation quand même une certaine conflictualité avec ceux qui disaient l'arabe, c'est pas une langue de science et de Ça a propagation. échoué, oui, Ouais, oui, que que la l'arabisation allait stratégie. échouer et ainsi de suite. Oui. Oui, mais vous savez, il y a une mutation des langues selon les besoins et la demande. Il faut vraiment comprendre cette philosophie, c'est-à-dire c'est les besoins et les demandes qui aussi réclament des langues par rapport à d'autres. Euh, C'est-à-dire que je dirais qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons, autant qu'Africains, est-ce que nous avons pu rayonner, que ce soit sur la scène économique, sur la scène politique, sur la scène de la recherche, puisque je suis chercheur, Mhm. euh, euh, grâce aux Français? C'est-à-dire, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Mhm. Donc, si nous avons besoin de rayonner sur les scènes, sur la scène politique et économique et de s'imposer comme étant un acteur, un acteur géopolitique qui a son mot à dire, bah forcément, on devrait également faire appel à d'autres langues qui nous permettent justement de rayonner. Mais pour revenir à l'exemple du Mali, je pense que le Mali, ce pays frère, est face à plusieurs défis. Mhm. Nul ne peut nier que le Mali a fait beaucoup d'efforts en termes de souverainisme, en termes d'affirmation d'identité africaine et malienne, puisque le Mali avait appelé au retrait des troupes françaises du Mhm. Mali. Si ma mémoire est bonne, oui, le 15 août 2022. Et c'est une décision vraiment stratégique, c'est-à-dire le Mali on voit, on le constate d'ailleurs, on le constate, pardon, il y a une prise de conscience malienne euh, qui réclame un divorce irrévocable avec l'ancien colonisateur, la France. Mais aujourd'hui, le Mali, qu'on le veuille ou pas, il dépend de la Banque centrale française. C'est-à-dire que le Mali fait partie de l'espace monétaire ouest-africain, à l'instar du Niger, à l'instar du Burkina Faso. Et je pense qu'aujourd'hui, que le vrai défi, c'est-à-dire que et le Mali a cette capacité de relever ces défis, pas un seul défi qui est le défi économique et monétaire, c'est-à-dire le Mali aujourd'hui, sa priorité, se détacher, de divorcer avec la Banque centrale française qui ne cesse d'imposer une certaine hégémonie économique et financière sur ces pays. Je parle des Et pays. donc, tout ce Euh, qui en découle après, comme culture, dans le euh, secteur culturel, l'enseignement, tout, C'est-à-dire, l'administration. c'est bien, vous faites bien de soulever si on peut, autant qu'Africain, adopter le modèle rwandais, notamment au Mali, mais il y a des défis aussi qui sont prioritaires et qu'il faut impérativement relever, notamment ce divorce avec cette Avec le franc soumission à la CFA. Banque centrale. Exactement, exactement. C'est-à-dire sortir de l'espace monétaire ouest-africain et avoir sa propre monnaie parce que aussi, il faut savoir que la souveraineté monétaire consolide davantage l'identité nationale et la souveraineté nationale. Mhm. Euh, il n'existe pas une baguette magique. On a vu avec l'Algérie comment la stratégie de l'arabisation nous a pris un temps. Elle a pris le temps qu'il faudra pour avoir une génération qui valorise la langue nationale, qui arrive à communiquer
avec la langue nationale, qui arrive c'est-à-dire à préserver la langue nationale et de communiquer avec la langue nationale sans faire appel au français. Euh, et aujourd'hui, le Mali et d'autres pays africains peuvent justement adopter la même stratégie. Cela va prendre du temps, cela va nécessiter un travail de génération, on peut aller jusqu'à 25 ans. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais je pense que le challenge mérite d'être relevé, que ce soit au Mhm. Mali ou que ce soit dans tout le continent. D'ailleurs, le maintien, une question, le maintien par Ouais, exemple du français ou même de l'anglais pour les colonies qui ont été soumises par le la Royaume-Uni, Grande-Bretagne. Oui, parce qu'il y a quand même, c'est ce que je disais moi dans l'introduction au début, la langue, il y a quand même toute une charge émotionnelle, historique, philosophique et oui, tout qui rappelle tout l'héritage du colonialisme, justement, consciemment ou inconsciemment. Bien que, par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie, ce sont ceux qui ont fait l'école française, essentiellement, qui ont combattu le colonialisme et qui ont fichu oui. dehors le colonialisme. Alors, Vous savez, oui, quoi. Allez-y. oui, excusez-moi, mais là, tout dépend de notre perception à la langue. Tout dépend, est-ce qu'on conçoit la langue comme étant un outil de communication, un outil qui nous permet de communiquer avec l'autre, ou bien c'est un outil de dépendance, c'est-à-dire elle représente un système normatif, un système de valeurs auquel certains sont en train d'adopter et ces valeurs ne conviennent pas forcément avec nos sociétés. C'est-à-dire tout dépend de notre perception à la langue. Et Mhm. si je reviens par exemple à l'Organisation internationale de la francophonie qui arrive à s'immiscer aussi elle s'ingère dans la vie politique des pays africains, à ce moment-là, je pense qu'il faut revoir notre rapport avec la langue française puisque cette organisation, elle arrive à s'immiscer même à s'ingérer dans la vie Absolument. politique des peuples Justement, vous me tendez. africains. Vous me Ouais. tendez la perche justement pour vous poser la deuxième question. Alors justement, ça concerne l'Organisation internationale de la francophonie. Alors en décembre 2023, le Niger a suspendu sa participation à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors l'organisation qui compte 88 membres, c'est-à-dire 88 pays, a toujours été utilisée, je cite, hein, a toujours été utilisé par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français, avait déclaré donc le porte-parole du gouvernement. Ouais. Partagez-vous cet avis? Je crois que c'est oui, parce que vous voulez justement d'aborder. Et comment en sortir justement de ça quand demeure encore Je une suis, langue officielle du pays? C'est ça le problème. Et cette posture est-elle vraiment tenable? Oui, bah, vous me demandez si je partage cet avis. Je suis avant tout africaine et je ne peux que défendre l'intérêt de mon continent ou de notre continent qui a longuement souffert du colonialisme français et de l'arrogance de la politique française. Donc, est-ce que c'est légitime? J'ai évoqué que cette organisation internationale de la francophonie, le OIF, c'est-à-dire, à un moment donné, on se pose la question sur le rôle de cette organisation, mais j'aimerais aussi revenir, je pense que l'entretien nous impose davantage, c'est-à-dire une démarche qui consiste à recontextualiser les événements. Il faut savoir que cette décision, c'est-à-dire a été prise suite à la démarche de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, c'est-à-dire le 19 décembre 2023, où elle avait réuni par visioconférence le Conseil de la francophonie, le Conseil permanent de la francophonie, le CPF, en session extraordinaire pour examiner la situation en République du Niger. Elle avait même, c'est-à-dire appelé à la libération immédiate du président Bazoum.
Et en guise de réponse à cette démarche qualifiée justement Ouais, absolument. d'ingérence par les autorités de ce pays, et j'estime que c'est légitime, aucun pays au monde n'aurait accepté de telles, c'est-à-dire Ingérence, ingérence. voilà, de telle ingérence, voilà, appelons les choses telles qu'elles sont. D'autant plus que c'est une organisation de culture et de langue qui n'a absolument pas vocation de se misser dans les questions politiques. Exactement, exactement. C'est-à-dire que à un moment donné, euh, c'est tout à fait normal que les autorités de transition du Niger a annoncé juste après, c'est-à-dire le 24 décembre de la même année, la suspension de toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est-à-dire là, le CNSP euh, semble répondre à un besoin populaire également, c'est-à-dire euh, ce besoin qui traduisait une sorte de ras-le-bol de la présence française au Niger et considéré comme, c'est-à-dire la démarche de l'OIF aussi était considérée comme une expression hideuse du néocolonialisme, c'est-à-dire l'OIF euh, a reflété d'une manière ou d'une autre euh, une continuité du colonialisme français et d'un paternalisme d'un autre âge, c'est-à-dire la sortie du Niger de l'OIF, pour moi, ma foi, est plus que légitime. C'est-à-dire, elle reflète une rupture qui a commencé, d'ailleurs, euh, je reprends juste mes idées. Donc, Oui, oui. le Niger, la sortie du Niger de l'OIF est pour moi, est une rupture culturelle et symbolique, mais qui répond tout de même aux besoins du peuple nigérien, avec l'ancien colonisateur, bien évidemment. Et cette rupture a commencé aussi par le changement de l'hymne national, en remplaçant celui qui a été écrit par un Français, par un texte qui revient sur la grandeur du Niger. Et je dirais que cette africanisation, le retrait de l'OIF par le Niger traduit une suite logique du Mhm. souverainisme et voilà, une suite logique de la politique du Niger et Mais c'est le fait cette que le volonté français, politique au souverainisme. Oui, le fait que le français, justement, la langue française continue d'être la langue officielle du pays, c'est-à-dire du Niger, est-ce ouais. que cette posture est tenable ou peut-on imaginer encore des changements dans le futur? Je pense que si on se réfère davantage à, à la politique actuelle du Niger, c'est-à-dire sortir de l'OIF, c'est-à-dire adopter des symboles propres et qui reflètent la valeur et les attentes du peuple nigérien, je dirais que la suite logique veuille à ce que, ou la suite logique de la politique et du souverainisme euh, porté par le CNSP euh, veut que le résultat soit une rupture euh, catégorique avec la langue française et le remplacer par d'autres langues. Je ne saurais vous dire, donner un pronostic déterminé et vous dire est-ce que ça sera Mhm, l'anglais ou une autre langue, mais si on prend en considération cet environnement politique, je dirais que la suite logique, c'est une rupture et c'est de remplacer la suite logique, c'est de remplacer la langue française par une autre langue. Et le plus important dans tout ça, vous savez, c'est justement c'est cette prise de conscience, à la fois par les peuples et à la fois par les États africains. C'est-à-dire cette volonté qui converge, euh, cette volonté qui converge entre peuples et, et je dirais mhm, les États africains. Euh, qui veut justement un divorce mhm, catégorique, un divorce avec tout ce qui est, je dirais, avec tout ce qui est français, et de dire qu'aujourd'hui,
tout ce qui nous vient de la France, c'est une suite du colonialisme et il faut Mhm. impérativement une Absolument. rupture radicale avec ce colonialisme dans toutes ses facettes, en particulier les plus dangereuses, à savoir la culture, l'identité, les symboles et les valeurs que le néocolonialisme véhicule actuellement. D'accord. Bien. Alors, actuellement, selon des études et des statistiques, les jeunes Africains se dirigent de plus en plus vers l'anglais car ils estiment, c'est-à-dire, outre le fait qui est lié à la souveraineté, à la culture, à l'histoire et tout, est très important, mais aussi il y a un aspect pragmatique, parce que les jeunes, ils pensent que l'anglais est une langue qui offre beaucoup plus de possibilités et d'opportunités de travail, notamment à l'étranger, et aussi de formation, soit Oui. chez eux, parce qu'ils ont un plus grand accès à la documentation qui est la plus grande partie est en anglais, mais aussi s'ils veulent continuer des études, faire des études à l'étranger, donc ils pensent que l'anglais est beaucoup plus intéressante, Favorable? Oui, oui. beaucoup plus favorable à justement à cette intention-là. Alors, faites-vous également ce constat? Dans ce cas, serait-il plus judicieux d'enseigner les sciences et les technologies en anglais plutôt qu'en français dans les universités africaines? Excellente question. Et à la fois, vous me faites rappeler une formation qui s'est tenue à l'École supérieure de journalisme. Alors, la formation était proposée c'est-à-dire était proposée par les Français en partenariat, bien évidemment. Et on avait des étudiants qui posaient les questions en anglais. Donc, ça vous donne un petit peu un aperçu comment aujourd'hui les étudiants nous imposent une réalité. Ils ont tout à fait le droit parce que je pense on a déjà parlé, j'ai Mhm, déjà mhm. souligné ce point. C'est le fait qu'il y a cette conscience de la réalité sociale, peut-être qui ne converge pas avec l'ancienne génération, dans la mesure où nous avons aujourd'hui une demande de la part des étudiants et des chercheurs de travailler, de faire leurs recherches. Nous avons aujourd'hui des étudiants qui soutiennent leur thèse en anglais. C'est-à-dire Ah, aujourd'hui, bah oui, des thèses de aujourd'hui, doctorat en anglais. oui, de master C'est aussi bien. en anglais, bon, à condition que que le membre de jury maîtrise l'anglais, bien évidemment. Ouais. Voilà. Donc, ça se fait petit à petit, excusez-moi, mais je Mm. me réfère encore une fois à l'exemple algérien, à l'école où j'enseigne. C'est-à-dire, il faut se dire aujourd'hui que il y a cette prise de conscience, il y a cette demande, il y a cette nécessité d'aller vers l'anglais qui nous est imposée aujourd'hui, notamment par les étudiants. Et- mais je vais vous dire que on ne peut pas basculer, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à prendre notre temps dans le Mhm. basculement d'une langue à une autre. C'est-à-dire, il n'existe pas une baguette magique Absolument, c'est sûr. pour basculer. Voilà, c'est-à-dire le facteur temps, c'est-à-dire il faut le prendre en considération. Il faut au moins une génération pour Il l'implantation faut une politique, il faut une politique ex- pour ça, et il faut une une politique, oui, pensée, une vision, une philosophie, un plan d'action, de la formation, des investissements. C'est pas juste exact. pour Il faire faut, un travail oui, démagogique. oui, mais bon, il y a aussi le soft power américain et britannique aussi qui offre beaucoup de formations, beaucoup de programmes en termes de promotion de la langue anglaise. Et qu'on le veuille ou pas, ici, l'anglais peut être efficace pour remplacer la langue dominante actuelle qui est, à savoir le français. Euh, alors, la tendance actuelle, je viens de parler, moi j'enseigne la communication et j'ai parlé de mes étudiants qui réclament davantage de soutenir, de faire leurs recherches en anglais, ce qui nous incite davantage à s'adapter à cette réalité. Mais il y a une tendance aujourd'hui aussi
assez lourde pour basculer l'enseignement des filières de technologie de pointe. On parle d'intelligence artificielle, la nanotechnologie par exemple, euh, de basculer directement vers l'anglais. Et à savoir que en Algérie, par exemple, pour la spécialité pétrochimie, on enseigne cette spécialité depuis les années 60 en anglais, non pas en français. C'est-à-dire, Mhm. euh, au fil des années, il y a cette prise de conscience, il faut accentuer sur ce point, cette prise de conscience sur la demande des spécialités. Il y a des spécialités qui imposent justement la langue de recherche, Mhm. c'est le cas pour la pétrochimie. Maintenant, est-ce qu'on va basculer aussi pour les autres filières euh, vers l'anglais? Je pense aujourd'hui, ce sont les étudiants qui imposent la langue de la recherche. Euh, Vous avez beaucoup d'étudiants, que ce soit à Babzoar, que ce soit en médecine, que ce soit également en électronique, qui éprouvent le besoin d'aller chercher un vocabulaire académique qui leur permet de s'adapter justement aux innovations et C'est vrai. euh, voilà, les En dernières fait, innovations. c'est le principe qui commande l'évolution de toutes les langues. Il y a une sorte de pragmatisme qui est légitime pour moi. Mhm. Pour moi, c'est tout à fait légitime que les étudiants africains se retournent vers les grandes universités du monde anglo-saxon afin de parafaire, afin de leur formation, afin de perfectionner leur formation, afin de rester branchés avec les dernières innovations. Donc, pour moi, c'est une question de pragmatisme et aussi si je me focalise aux Américains, aux États-Unis, par exemple, euh, sont davantage dans la méritocratie par rapport à leur savoir-faire, par rapport à un certain niveau de compétence, mais aussi par rapport, euh, c'est-à-dire ils n'ont pas d'a priori par rapport aux Africains, contrairement à la France qui continue de regarder avec beaucoup de mépris l'Afrique et les Africains. Je n'ai pas besoin de faire Alors, rappeler une les dernière déclarations de... question. Ouais, Vous touchez, parce que vous touchez quand même un aspect qui est extrêmement important. ouais, Et alors, dans ce cas, Rima Rouibi, est-ce que on peut espérer que les langues nationales, parce que comme n'importe quelle langue, l'évolution d'une langue ouais. dépend de la créativité, dépend de ce que les gens qui la parlent, qui la portent, sont capables d'inventer, sont capables de produire. Est-ce Ouais. que on peut penser que les langues nationales puissent rattraper leur retard et devenir des langues de science et de développement aussi bien économique que moral, scientifique, technologique et intellectuel? Excellente question c'est une question assez difficile. Je vais essayer de répondre tout de même. Je pense que nous avons besoin d'une reconstruction globale de la langue, c'est-à-dire de nous interroger sur notre façon de valoriser la langue nationale, de nous interroger est-ce que nous voulons réellement valoriser cette langue nationale jusqu'à ce qu'elle devienne une langue qui s'impose et une langue d'échange sur la scène internationale. Vous savez, la langue est la traduction des idées. Vous avez bien fait de préciser ça dans votre Mhm. introduction. C'est la langue des idées, c'est la langue de la pensée et de l'innovation. Descartes dit je pense donc je suis et nous affirmons notre existence. La langue fait partie de ce processus existentiel. Euh, et cette existence, elle est traduite par la pratique de la langue. Et l'être humain ne pense que dans une structure linguistique et culturelle bien déterminée. Donc, penser, c'est parler, et chaque nation, vous connaissez la citation, chaque nation parle comme elle pense et elle pense comme elle parle. Et, Mhm. je vais me référer à l'exemple de la civilisation musulmane en Andalousie, où la langue Par arabe exemple, oui. oui, rayonnait sur le monde. Et pendant cette période, on connaît tous l'expression le travail arabe, qui était le reflet du perfectionnisme et du savoir-faire. Mais aujourd'hui, Mais c'est hélas, justement là, la c'est question le est contraire. extrêmement.
la Ouais, question est c'est le compte. extrêmement importante. Par exemple, on Ouais. prend le livre de Ibn Rushd, Faslul Oui, Maqal. oui, Quand vous voyez la profondeur et la richesse de la langue avec laquelle ce livre est écrit au XIIe oui, siècle. Au XIIe oui. siècle, on a du mal à retrouver cette langue, y compris dans Dans les les milieux recherches académiques. académiques. Oui, oui, Il y a mais ça. Et il y a ça, il oui, y a aussi ce que j'allais dire. Il y a cette oui. profondeur de la langue. Et Et cela, aussi pourquoi la France a combattu l'association des oulémas algériens durant la colonisation. Elle les a pas combattus parce qu'ils ont enseigné la religion, c'est pas du tout ça. Parce que ce qu'ils ont enseigné comme religion, c'est en fait ce qui a été enseigné depuis des siècles. Il n'y avait rien de nouveau. Mais c'est surtout la langue. La langue extrêmement puissante avec laquelle cette association parlait à la société. oui, Et mais il y avait une politique coloniale, c'est-à-dire d'effacer toute traçabilité de l'identité algérienne aussi. Il faut pas, ça, il faut le Mhm, souligner, mais avec 132 ans de colonisation, l'Algérien a su résister tout de même. mhm. Et là, vous soulevez aussi un autre point qui est ce rapport entre la langue et la pensée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit que le monde arabe a freiné un petit peu dans la recherche, a freiné dans la production scientifique et académique, bah, tout simplement, on s'interroge sur à la réflexion dans le monde arabe. Donc, c'est-à-dire que, je dirais, euh, on a un petit peu perdu dans le monde arabe ce savoir-faire parce que, hélas, peut-être le monde arabe a cessé de penser, à vrai dire. Vous voyez, c'est-à-dire que la pensée n'est pas alimentée, la pensée n'est pas... euh, on n'arrive plus à reproduire en termes réflexifs. Mhm, Tout simplement, voilà. Et mhm. je dirais que si on prend par exemple la production scientifique en Iran, qui a connu une forte croissance au cours des dernières années, dernières décennies, pardon. Et Mhm. ça a été publié, c'est-à-dire les Iraniens publient Dans leur avec langue. dans leur langue, le perse, voilà. Ouais. Et je pense, ma foi, l'équation est claire. C'est tout simplement, si nous voulons redonner vie à nos langues nationales, c'est tout simplement penser avec nos langues nationales, d'innover avec nos langues nationales et de leur redonner, c'est-à-dire de leur donner les outils nécessaires pour rayonner en termes de recherche, en Et termes de aussi, réflexion, en absolument. termes d'innovation Et c'est scientifique. le C'est-à-dire, meilleur moyen aussi. C'est ça le va de meilleur soi. moyen aussi de créer une grande culture populaire parce que quand on innove et qu'on crée avec sa langue parlée, la langue nationale et qui est parlée par tout le monde, la vulgarisation, l'échange des idées, l'éducation se fait presque d'une Exact. manière Après, automatique. après Bien. c'est un peu bizarre parce que le français est la langue la plus parlée après l'arabe. Et vous voyez, donc on pratique une langue alors qu'elle est, c'est-à-dire elle est classée après une langue, après la langue arabe. Donc c'est-à-dire D'accord. que oui, voilà, donc le classement s'impose également comme référence. Et je pense qu'aujourd'hui en Afrique, si on revient à notre continent, ça devient plus qu'une nécessité de promouvoir les langues nationales parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de l'identité nationale D'accord. africaine, ça fait partie de notre identité et ça fait partie aussi, c'est le reflet de la souveraineté nationale. D'accord, bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Rima Rouibi, je vous remercie pour tous ces C'est éclairages moi. et toutes ces analyses. J'espère C'est moi. vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À bientôt. Merci.